Bon, bah alors merci d'être venu à cette ultime conférence de la journée, parce qu'après on enchaîne sur un quiz, après on enchaîne sur un Bomberman. Il y avait donc des choses beaucoup plus intéressantes après, et vous avez choisi de venir maintenant, ce qui me touche particulièrement. Conférence qui était annoncée comment faire de la musique avec des lecteurs de disquettes, et que moi j'ai appelé, parce que j'ai un humour de merde, j'ai la courroie qui me démange, ou comment faire de la musique avec des lecteurs de disquettes que tout le monde a jeté à la benne depuis plusieurs années. Alors on va se faire un petit instant promo au début, je vous parle de moi 30 secondes, après c'est fait. Je m'appelle Sébastien, j'ai créé une association qui s'appelle Poutou Prod, qui exerce dans la région, on va dire qu'on est plutôt basé dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Et on aide les autres associations à faire des trucs en audiovisuel, voilà, à faire de la production audiovisuelle pour les gens qui ont envie, par exemple comme on le fait aujourd'hui là, de faire de la captation, de la diffusion de conférences ou de la sonorisation et qui n'en ont pas forcément les moyens, donc les associations et les projets à but non lucratif en général. Je fais un petit, j'en place une petite pour le collègue Raccoon, donc qui est à la technique pour le moment parce que je ne peux le faire moi-même, qui stream sur Twitch, voilà. Si vous cherchez un streamer Twitch à regarder, c'est très très bien ce qu'il fait et je dis pas ça parce qu'il est là. Et donc on va absolument pas parler de tout ça évidemment, on va parler d'un truc qui n'a rien à voir mais qui moi m'amuse beaucoup. Et pour commencer, je dois m'assurer que tout le monde voit ce que c'est qu'un lecteur de disquette. Là comme ça, à l'assistance, je dirais que oui. Mais je m'attendais éventuellement à ce qu'il y ait des gens qui viennent avec des enfants. Ça parle à tout le monde. Voilà, le disque souple, le substrat magnétique, tout ça c'est bon, j'ai pas besoin de réexpliquer. La tête des vieux, vous êtes là? Bah, vieux, tout de suite les insultes. Non, mais je m'étais dit peut-être, mais c'est ce que je t'ai dit en plus, hein, au dernier moment je me suis dit, tout le monde sait pas ce que c'est qu'un lecteur de disquette, même l'icône pour sauvegarder maintenant c'est plus un lecteur de disquette, tellement c'est désuet. Bah oui, quand t'as été plus jeune, l'icône pour sauvegarder c'était une disquette. Ça faisait du sens, maintenant ça en fait pas. C'est con parce que j'avais préparé des diapos. Ah voilà, ce jeune homme, est-ce que tu sais ce que c'est ça? Peut-être tu vas me sauver ma conférence. Eh merde, il sait, putain. Non. Bon, bref, donc la disquette, c'est un floppy drive disque souple en anglais, par opposition au disque. Merci, merci maman. Donc il y en a eu de toutes les tailles et de toutes les couleurs, hein, comme on dirait. C'est absolument pas une blague grivoise. J'aurais pas dû la garder celle-là. Là ici vous avez 8 pouces, 5 pouces 1 quart, 3 pouces et demi, la plus connue, la plus répandue sur la fin, c'était celle-ci. Et donc pour rappeler l'échelle, l'ordre de grandeur, la disquette 5 pouces 1 quart qu'on voit tout à droite, la bleue, c'était 1 méga 44. Voilà. J'ai un téléphone moyen de gamme qui a 128 gigaoctets de stockage, juste pour vous dire un peu où on en est rendu. Donc ça c'est un lecteur de disquette, ça doit être un modèle 5 pouces... 5 pouces 1 quart. Oui, 3 pouces et demi, 5 pouces 1 quart. Je suis désolé si je fais un peu voilà, si je mélange un petit peu, mais c'est des conneries que je fais depuis que j'ai 10 ans, que voulez-vous. Alors, donc la question que peut-être des gens se sont posées en voyant cet intitulé bizarre, c'est pourquoi faire de la musique avec des lecteurs de disquettes? Quel intérêt? Est-ce qu'il n'y a pas des choses plus productives à faire, telles que s'occuper de la faim dans le monde ou d'envoyer des satellites dans l'espace pour donner de l'accès à Internet? Eh bien d'abord parce que c'est totalement inutile et que c'est donc, selon un principe personnel, absolument indispensable. Voilà. J'aurais pu m'arrêter là, mais il y a un autre truc qui est que quand on a connu le temps des lecteurs de disquettes, c'est-à-dire des machines avec des lecteurs de disquettes dedans, des programmes sur disquettes, etc., normalement, les souvenirs des sons que ça procure devraient vous faire dire que c'est quand même un peu évident de vouloir faire de la musique avec. Alors, pourquoi ça fait du bruit un lecteur de disquette? Pour ça, on va revenir un petit peu sur comment ça fonctionne. Donc, la disquette en elle-même, c'est en fait le disque de plastique recouvert d'un substrat magnétique est à l'intérieur, qui est renforcé en son centre. Donc ici, on a même une 3 pouces et demi avec une partie métallique. Les deux ergots ici que le lecteur de disquette va accrocher. Je suis venu avec, merde, autant que ça serve. Que le lecteur de disquette va accrocher. Quand on a, voyez, on a le volet ici qui va s'ouvrir. C'est le bruit qu'on entend quand je arrête d'appuyer en même temps. Qu'est-ce que c'est que ces gros doigts? Voilà. Donc on entend bien. Voilà. J'aime beaucoup ce bruit aussi, hein, bizarrement.
Je pensais que j'avais coincé parce que j'ai pas le bouton en plastique. Tout va bien. Voilà. Hop, hop, elle rentre à l'intérieur, elle est accrochée et on a donc un moteur qui va la faire tourner par cet axe-là et qui va nous permettre d'accéder aux données qui sont sur le substrat, sur le disque en plastique. Ces données, elles sont écrites hop, avec une notion d'adressage, comme on écrit toujours sur des supports physiques ou numériques, totalement numériques. On a éventuellement la piste. C'est pas le cas de cette disquette-là, mais il y en avait certaines qui étaient double face. Je dis la piste, pardon, la face. On en avait certaines qui étaient double face. Je pense à mon cher Amstrad 6128 qui permettait de mettre la disquette comme ça ou comme ça. Ensuite, on a la piste qui est une subdivision en cercle de notre disque et le secteur qui est une subdivision en secteur, hein, tout simplement, de notre piste. Donc on va avoir une combinaison face-piste secteur, et tout ça, ça nécessite qu'on aille accéder à ces informations-là. Donc je vous l'avais dit, il y a un moteur, je ne sais plus quelle est la diapo d'après, voilà. On a un premier moteur qui va faire tourner le disque pour donc changer de secteur, et après on a un second moteur qui va faire tourner la tête, ici, qui elle va bouger de bas en haut, le long de la surface pour changer de piste. Et donc, exemple, est-ce qu'on a le son de cette diapo? Est-ce que le son du PC est actif? Je ne sais pas si on a vérifié ça tout à l'heure. Normalement, on a du son. Viteuf, mais normalement, on a du son. Voilà, là on est sur un accès aléatoire, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des combinaisons piste-secteur de façon totalement random. Hein, ça chante un peu déjà. Hein, on a envie de lui faire jouer la cucaracha ou machin, on est d'accord? Plus long que ce que je pensais. Et donc... Et pourquoi ça fait ce bruit-là? D'où il vient ce bruit-là? Ce bruit-là, il vient du moteur pas à pas. Et là, il faut que j'aille consulter mes notes que je ne vois pas sur cet ordinateur, évidemment, qui est trop petit. Voilà, le moteur pas à pas, une invention française de Marius Lavey en 1936. J'étais persuadé que j'arriverais à m'en souvenir. Je n'ai pas réussi. Une conception destinée à l'industrie horlogère. Et qui doit remplacer, enfin en tout cas venir compléter le moteur à courant continu avec une fonction bien particulière, c'est que le moteur pas à pas doit être beaucoup plus précis que le moteur à courant continu. Pourquoi il est plus précis? Parce qu'il est organisé de la façon que vous voyez ici, c'est-à-dire que vous avez des couples d'électroaimants ici qui vont faire tourner une bobine parce qu'on va les alimenter par paire. Et que donc, chaque fois qu'on arrête, dès qu'on arrête de faire tourner le moteur, donc simplement on fait cette paire-là, puis cette paire-là, puis cette paire-là, l'électroaimant tourne de, je crois que c'est combien, 15-45 degrés à chaque fois, voilà. Et quand on arrête de le faire fonctionner, quand on arrête d'alimenter complètement les électroaimants, il s'arrête d'un coup, contrairement au moteur à courant continu qui a une petite inertie. Et donc ça va permettre de faire des choses très précises. On le voit sur notre lecteur de disquette, quand on a besoin d'accéder à une piste en particulier, on ne peut pas se permettre qu'au moment où on arrête d'alimenter le moteur pour être en face de la piste, ça aille un petit peu plus loin parce que le moteur n'est pas assez précis. Donc le moteur à pas, vous allez le retrouver dans beaucoup d'appareils électroniques qui ont besoin d'un moteur qui soit un minimum précis. Et quand on alimente ce moteur pas à pas à une certaine vitesse, un exemple ici à la vitesse de 440 pas par seconde, eh bien, ça correspond à une fréquence électrique de 440 Hz, qui correspond à la fréquence du La 440. Je n'ai pas pris cet exemple-là au hasard. Le La 440, c'est la note de référence. C'est la note qui est produite par la plupart des diapasons. Vous savez, le petit truc en forme de fourche, là, on a l'image de l'accordeur de piano avec son diapason, là, qui cherche le La. C'était aussi la note de la vraie porteuse téléphonique quand on décrochait un téléphone avant que ça soit de la téléphonie sur IP. Maintenant, la porteuse, vous l'avez toujours, mais elle est bidon. Hein, c'est pas un signal électrique, c'est un son. Voilà, donc c'est une note de référence. Et à partir de là, on comprend qu'on peut... Alors là, vous avez la notation plutôt à l'américaine avec des lettres, mais on comprend qu'on peut associer à peu près n'importe quelle vitesse de moteur avec une note, tout simplement. Si je fais tourner mon moteur à telle vitesse, je vais obtenir telle note,
Ou plutôt à l'inverse, si je veux obtenir telle note, il faut que je fasse tourner mon moteur à telle vitesse. Hop, j'ai été un tout petit peu trop vite. Évidemment, notre moteur-là a des limites. Il ne va pas pouvoir tourner à toutes ces vitesses-là. Il va avoir une plage de fonctionnement. Maintenant qu'on a compris comment faire des notes, on veut faire de la musique. Pour ça, on a un truc qui existe déjà en informatique, qui est le format MIDI, qui consiste à écrire une partition sonore sous forme, c'est pas du texte, mais ça pourrait quasiment être du texte. On écrit une partition sous une forme qui peut être lue par un ordinateur. C'est la musique à l'ancienne. C'est la musique à l'époque où le support de stockage amovible le plus performant de son temps fait 1 méga 44. Et où le moindre fichier wave de quelques secondes fait plusieurs mégaoctets ou plusieurs dizaines de mégaoctets. Donc la musique encodée de maintenant, on n'en parle pas, ou en tout cas on en parle peu. Donc on va utiliser beaucoup ce format-là. Le MIDI, c'est utilisé dans, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà vu, probablement, les pianos mécaniques, les pianos électromécaniques, les pianos qui jouent tout seuls, où les touches jouent tout seuls. Bah ça, c'est du MIDI. Là-dedans, il y a une disquette avec un fichier au format MIDI, et le piano, il a une suite de notes, et il va jouer la suite de notes. Il n'y a juste pas besoin d'un mec derrière pour appuyer sur les touches. Voilà. Je trouvais ça un peu flippant, moi, entre parenthèses, les pianos mécaniques. Il y en avait un dans un restaurant où on allait quand j'étais petit, ça me terrorisait. Voilà. Donc on a ce format-là qui va nous permettre de transcrire de la musique. Coup de bol, ce format-là, il est ultra répandu dans l'informatique des années 80-90, notamment dans le jeu vidéo. Énormément de jeux vidéo à l'époque ont de la musique qui est écrite au format MIDI. C'est-à-dire c'est pas des sons, c'est uniquement le compositeur ne fait que écrire des fichiers MIDI, ne fait que je mets des putains de guillemets parce que c'est pas ne fait que, hein, mais il écrit des fichiers MIDI et ces fichiers sont rendus par la machine. Alors donc pour les gens qui ont connu la musique MIDI, les jeux vidéo avec des musiques MIDI, ça rendait pas exactement pareil sur sa machine et sur celle du voisin. Parce que l'instrumentation derrière, elle était différente. C'était l'époque où on achetait des cartes son en fonction du jeu d'instruments MIDI, voilà. AOE32 pour les gens qui connaissent, ce genre de trucs. Voilà. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà, le moteur du lecteur de disquette a ses limites, il ne va pas pouvoir jouer toutes les pistes. Donc, même si on trouve beaucoup de musique MIDI, parce que sur Internet, il y a encore énormément de musique MIDI qui traîne, notamment tout ce qui a été écrit pour le jeu vidéo à l'époque, à un moment donné, a été extrait des fichiers de jeu ou des choses comme ça. Et voilà, donc vous pouvez trouver énormément de musique, notamment de jeux vidéo, et qui existant déjà au format MIDI. Ce qui est pratique pour l'expérience qu'on veut faire, parce que comme ça on ne va pas avoir besoin d'écrire de la musique exprès, on a déjà des choses qui sont disponibles, mais il y a des limites. Donc il va falloir passer par une phase d'édition, même avec des fichiers MIDI existants. Pour ça vous avez des logiciels qui sont très bien. J'ai mis des exemples ici, mais en vrai il y en a une chier. Donc on a un MIDI Editor sous Windows Linux, Rose Garden Music ou Amped Studio qui est pratique parce qu'il est directement dans un navigateur web. Par contre, il me semble que pour exporter, il faut prendre la version payante. Donc à la fois c'est pratique, à la fois ça a le désavantage de ne pas être gratuit. La capture que vous avez ici, c'est celui d'Amped Studio sur une musique de Zelda, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Voilà. Donc on voit qu'on a les différentes pistes. Et ici, on a nos notes en MIDI, hein, tout simplement. Voilà. Le terme de tracker est parfois utilisé pour, d'une manière générale, les logiciels pour faire de la musique, notamment électronique comme ça. Mais voilà, n'en faites pas une généralité. Donc on a une alternative qui est soit composer ou adapter la musique existante, soit trouver des fichiers MIDI qui seront déjà adaptés au lecteur de disquette. Coup de bol, ça c'est plus simple. Et c'est faisable. Voilà. Vous n'avez pas trouvé tout ce que vous voulez, mais si c'est juste pour s'amuser avec des lecteurs de disquette, les faire chanter un petit peu, commencez par là, c'est plus facile. Maintenant, comment on fait si on veut passer à la pratique? Alors, il faudrait écrire du code qui aille, aller injecter directement dans le moteur pas à pas d'un lecteur de disquette le bon signal pour faire la bonne note au bon moment. Heureusement, comme d'habitude sur Internet, il y a déjà des gens qui l'ont déjà fait avant vous. Ah oui, petit avertissement, ça fait un peu habilitation électrique tout ça, en plus moi j'en sors. Hein, mais... on travaille avec de l'électricité, donc on fait attention, on est
on est dans le domaine de la basse tension, voire de la très basse tension, mais on fait quand même attention. Il va y avoir du câblage à faire, peut-être de la soudure, etc. On fait toujours des manipulations sur du matériel qui est débranché électriquement en permanence. Il n'y a pas de, c'est pas comme quand on travaille sur des CRT, des écrans CRT ou des trucs comme ça. Il n'y a pas de, pas de grosses précautions particulières, mais voilà, n'allez pas brancher vos fils sur le lecteur. Déjà, peut-être vous avez flingué le lecteur, peut-être vous avez flingué le matos qui est derrière. Voilà, pensez bien à avoir tout débranché tout le temps électriquement avant de toucher les choses. Après, si vous vous électrisez, c'est pas mon problème. Donc, exemple d'un projet qui existe déjà pour faire ça, c'est le plus connu. Vous en avez quand même pas mal maintenant, mais celui-là est très répandu. Il s'appelle Mopi 2, ici, par Sami Hayam. Il existe depuis des années. Je ne sais pas si on voit le truc, mais de toute façon, c'était peut-être même pas sur GitHub à l'époque. Donc voilà, mais il existe depuis très longtemps. Il n'est plus vraiment maintenu parce qu'il n'y a plus vraiment de raison de maintenir un truc pareil. Hein. Tout a été fait dessus. Et Mopi 2, il est en deux parties. Une partie qui est du code que vous allez injecter sur un Arduino. Du coup, ça a l'avantage d'être pas cher, hein, parce que les Arduino donc, sont des petites cartes de prototypage. Je ne peux pas vous la montrer là parce qu'elle est branchée pour la démonstration de tout à l'heure, mais ce sont des petites cartes de prototypage pour faire de l'électronique. C'est des trucs vraiment typiquement pour ce qu'on appelle les hobbyistes, quoi. C'est-à-dire les gens comme moi qui font ça juste le dimanche, littéralement. C'est un Arduino, même un clone d'Arduino, ça doit être 10 ou 15 € pour un Uno qui est le modèle le plus petit. Et puis après, vous en avez des plus gros. Ils ont en gros plus ou moins d'entrées pour aller mettre donc soit là par exemple, on va faire des sorties parce qu'on va injecter un signal dans un moteur. Mais vous pouvez faire plein de trucs avec. Voilà, c'est un petit peu comme le Raspberry Pi, sauf le Raspberry Pi c'est un système complet, alors que l'Arduino c'est vraiment une carte d'électronique avec un langage particulier qui est assez proche du C, mais qui est quand même très simplifié. Voilà. Donc, solution pas trop chère. Vous avez, donc je disais, deux parties. Une partie qui est du code, on va ici, hop, microcontrôleur Arduino. Une partie qui est du code que vous allez injecter dans une Arduino, et une autre partie qui est en Java, qui peut donc tourner sur n'importe quel système d'exploitation, et qui est un logiciel de commande, qui est celui auquel vous allez filer le fichier MIDI, qui va envoyer ce fichier à l'Arduino, et l'Arduino va transcrire ça en signaux électriques. Alors en pratique, comment ça se passe? Ça, c'est l'arrière c'est le connecteur IDE d'un lecteur de disquette. On a besoin de à peu près rien là-dedans, vous voyez, à 34 pins. On a besoin de à peu près rien là-dedans, sauf 5. Les deux là, ici, en fait, celui-là, le 12, c'est le drive select. C'est un plot qui doit être à l'état bas pour être activé. Donc en fait, on va faire un shunt ici avec sa masse en dessous. Ça, c'est tout simplement pour que, hop, pour les gens qui voient, il y a la petite diode verte allumée. Ça veut dire que le lecteur est activé. En fait, c'est l'ordinateur, le contrôleur de disquette qui est dans l'ordinateur, qui chante ce truc-là pour dire, voilà, là je t'active parce que je vais avoir besoin que tu fasses des choses. Donc si on ne fait pas ça, ben, tout simplement, on peut envoyer toutes les commandes qu'on veut derrière, il n'en tient pas compte. Donc on fait juste un chant ici. Et après, il y en a trois qui vont nous intéresser. La 17 ici, techniquement la 17 et la 18, je ne l'avais pas forcément mis dans le truc, mais moi je mets la 17 et la 18 ensemble. En bas, ici, en bas, vous n'avez que des masses. Les pins impairs, voilà, donc la rangée du bas, c'est que de la masse à chaque fois. Donc, comme on va utiliser ces deux-là, moi je mets les deux ensemble, c'est encore mieux. Et donc les deux trucs vraiment intéressants, c'est le pin 18 et le pin 20. Le 18, c'est le step, ça va correspondre à la vitesse de déplacement du moteur. Et le 20, c'est la direction. Rappelez-vous, ce moteur, il va de bas en haut comme ça, mais du coup, il a une course. Donc forcément, il faut qu'on lui dise dans quel sens il faut qu'il tourne. Si on le fait tourner que toujours dans un sens, mécaniquement, vous voyez bien que voilà, ça va buter, quoi. Donc ça, c'est pareil, c'est le contrôleur qui est sur l'ordinateur qui s'occupe de ça aussi, qui sait dans quel sens il faut aller tourner. Si on est, mettons, en face de la piste 8 et puis qu'il faut aller chercher la 10, on va aller dans un sens, puis après, on va monter dans l'autre, etc. Même chose ici, Mopi s'occupe de ça. Puisque nous, on veut juste faire du bruit. Le moteur, quand on le fasse tourner dans un sens ou dans l'autre, en théorie, il fait exactement le même bruit si on lui envoyait le même signal. Mais par contre, il faut qu'on ait cette alternance de façon à ce que ça aille pas, que la tête aille pas percuter et en buter, quoi. Ça arrive des fois d'ailleurs, hein, sur des notes un petit peu longues, ça arrive que la tête du lecteur, elle s'emballe un peu et qu'on entende que ça tape. Donc vous allez avoir besoin de 1, 2, 3 fils et un petit pont ici. Vous pouvez même faire un jumper, s'il y a des gens qui ont la chance d'avoir encore des jumpers d'ordinateur.
de cette taille-là peut fonctionner aussi. Ah oui, donc le meilleur truc pour faire ça, c'est de récupérer un connecteur d'origine. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel fil. Mais le connecteur d'origine, il a un très gros avantage. C'est qu'il a la bonne taille, c'est qu'il va vous permettre de ne pas souder directement sur les pins du lecteur. S'il y a des gens qui veulent tenter l'expérience après, ou d'une manière générale, je conseille vraiment pas d'aller souder directement sur les pins du lecteur. C'est un peu destructif, c'est chiant à souder, c'est chiant à dessouder. Là au moins, vous soudez sur un connecteur, vous mettez le connecteur, vous enlevez le connecteur, c'est fini. Le lecteur, il n'est pas touché, il peut resservir. Je ne sais pas trop pourquoi il resservirait, mais il peut resservir. Et puis, on ne voit pas forcément très bien ici, mais c'était serti broché sur deux broches métalliques comme ça. Donc, vous enlevez toute la nappe, vous gardez vos 3 fils, et après, vous remettez juste... Il n'y a pas besoin de souder. Alors, il y a des débiles comme moi qui soudent parce que... voilà, moi je viens de l'électronique, donc je soude tout le temps. C'est une sorte de mantra. Mais en vrai, il n'y a pas besoin de souder, vous pouvez juste ressertir les fils dont vous avez besoin. Moi je connais même des gens qui ont laissé la nappe entière, qui ont laissé le connecteur entier et qui n'ont pris que les fils dont ils avaient besoin, qui ont coupé les autres par exemple. Voilà. Ensuite, les 3 fils dont on a besoin, on va aller les mettre sur l'Arduino. Vous avez les entrées qui commencent ici. Le pin 0, le pin 1, on les laisse tranquilles. On commence à partir du 2 et du 3. Sur le 2, on met le 18 du lecteur de disquette, le step. Sur le 3, on met le 20, la direction du lecteur de disquette. Ici, on met la masse. Si on a plusieurs lecteurs de disquette, on met toutes les masses ensemble pour que les signaux soient bien égaux. Et on n'oublie pas d'aller alimenter le lecteur de disquette sur son connecteur d'origine. Alors, s'il y a des gens qui connaissent l'Arduino, l'Arduino sort du 5 volts et on a besoin du 5 volts. Donc, on pourrait l'alimenter directement avec l'Arduino. C'est pas conseillé. Éventuellement, ça marchera avec un lecteur de disquette, mais le courant qui est capable de fournir l'Arduino sur le 5 volts ici, il est très faible. Et par lecteur de disquette, il est conseillé de mettre 500 mA. Si vous en avez 4, ça ne marchera pas. Voilà, ça va faire gouigoui, ils vont se bouffer le courant entre eux. Il y a un signe qui ne trompe pas dans ces cas-là, c'est que la diode devant, elle fait blarde, elle fait... Voire... on met le premier, le deuxième, ça va, on met le troisième, pouf, il y a tout qui s'éteint. Voilà. Donc le mieux, c'est d'alimenter le lecteur à part. Là aussi, allez pas vous embêter à souder des trucs, surtout quand on revient sur la partie disclaimer de tout à l'heure. Vous essayez de récupérer des connecteurs d'origine. Moi, j'ai 2 connecteurs d'origine avec des Y derrière. Une petite alimentation du commerce générique, là, sur laquelle on règle la tension qu'on veut. J'ai mis 5 volts, elle fait 2 ampères. J'ai coupé au bout, j'ai mis des connecteurs Wago à levier. Hop, même pas besoin de soudure, même pas besoin de... Voilà. Juste faites un montage qui soit bien isolé. Voilà. Des connecteurs Wago à levier, des dominos éventuellement pour les gens qui aiment les trucs vieux. Voilà. Même souder si vraiment vous voulez souder, mais avec de la gaine thermo derrière. Voilà. Faites bien un connecteur isolé, parce que sinon il y a quand même moyen de mettre les doigts sur du 5 volts pendant qu'on manipule. Si on veut passer à l'échelle, on multiplie les lecteurs de disquette, puisqu'il nous faut un lecteur de disquette par instrument, par piste musicale. Et on fait de la musique très limitée avec un seul instrument. Il va nous falloir un lecteur pour chaque canal de la piste MIDI. Il va nous falloir, je vous disais, 500 mA par lecteur. Donc là, vous prévoyez l'alimentation que vous voulez. On va être limité par les sorties de l'Arduino. Donc vous voyez, ici, par exemple, on pourra en mettre 6. Je ne sais pas si celles-ci sont utilisables dans ces cas-là. Je ne crois pas. Après, vous avez l'Arduino Mega, par exemple, qui doit pouvoir en monter 12, etc. Et vous pouvez aussi simplement utiliser plusieurs Arduino. Mopi sait gérer plusieurs Arduino. Vous allez les connecter. Il va les voir sur des ports série différents, des ports COM différents. Et vous allez lui dire, celui-là, il prend les canaux de 1 à 4, celui-là, il prend les canaux de 5 à 8, etc. Si vous fouinez un peu sur YouTube, il y a des mecs qui jouent des trucs avec 40 lecteurs de disquettes, 10 piles de 4. Moi, je trouve que ça fait beaucoup de bruit, mais bon, voilà. Et surtout, toutes les masses en commun, sur un même Arduino évidemment, mais toutes les masses en commun. Ensuite, on envoie le petit programme dans l'Arduino. Il restera dedans tout le temps, sauf si vous appuyez par mégarde sur le bouton de reset. Ça, c'est à faire qu'une fois. On lance l'interface de Mopi, la partie en Java. On charge un fichier MIDI, et puis après, on profite. Donc, à ce stade, normalement, vous avez envie de voir à quoi ça ressemble pour de vrai. Parce qu'évidemment, je ne vous demande pas de me croire sur parole. Et on va passer à la partie démonstration, avec un thème que je suis sûr vous reconnaîtrez. Alors, je suis désolé,
c'est une grosse galère de sonoriser quelque chose. Déjà, c'est une grosse galère d'aller capter le son de trucs qui font aussi peu de bruit, surtout dans un environnement comme ça. Voilà. Donc normalement, on a fermé toutes les fenêtres, on a fermé toutes les portes. On est entre nous, on va faire un silence religieux. Alors, ah oui, ça, c'est ça que je t'ai pas montré. Je t'ai pas montré comment passer la caméra ici. Tu vas sur full screen. Ah ouais, fallait bien que j'oublie de te montrer un truc. Tu fais display 1 et tu fais. Ça va être input 3. Non, input 3 c'est le PC, pardon, je suis bête. Input 2. Voilà. Parce qu'on vous a mis une caméra en plus des micros. Voilà. T'as coupé mon micro? J'ai coupé ton micro. Ok. Mon clavier d'ici. Voilà. Donc tendez l'oreille parce que ça sera peut-être pas parfait. Alors, qu'est-ce que je vous mets en premier? C'est ça la question. Du coup, ça peut faire un peu blind test en même temps. Oui. Gueulez pas, hein. Gueulez pas, du coup, sinon ça va faire du bruit, mais on va faire un blind test chacun dans sa tête. Ça va être tellement fun. C'est bon? Je pense qu'on est bon. Allez, ça part. Ça, c'est Sony. Oui, bien sûr. Ah putain, faut pas que je parle trop fort parce que si t'as pas un Larsen de fou. On va rester sur les classiques. Combien de temps j'ai? Oui, c'est bon. On va rester sur les classiques. Alors donc là, vous voyez, là, on doit avoir que 3 pistes. Je suis là. Il bouge pas. Et ici, il est malgré le voyage. Une possibilité. On a un petit reset à la fin. Le programme remet les têtes dans une position de départ pour qu'ils sachent d'où elles sont parties. Tu veux mettre ton micro quand tu parles? Non, là on reste entre nous. De toute façon, t'inquiète qu'on m'entendra un peu par là. Alors, j'ai aussi des fichiers qui sont. Vous pouvez jouer des fichiers qui ont plus ou moins de pistes. Bon, s'il y en a moins, c'est facile à deviner. S'il y en a plus, simplement, le Mopi va prendre les 4 premières. Mais ça n'empêche pas de jouer des fichiers qui ont plus de pistes, par exemple. Ce sera un petit peu moins symphonique, mais si la partie intéressante et reconnaissable est au début, dans les 4 premières pistes, alors ça fonctionne. Dans mon quatrième, je trouve que ça a un effet disque rayé un peu, tu sais. Un petit. Allez, un dernier puisqu'on a le temps. On va rester dans le cinéma.
graves ont tendance à plus. Bon là en plus t'as pas le nez dessus, mais même quand t'as le nez dessus, les graves ont tendance à... Et un dernier, parce que je suis obligé de le faire, ça me fait rire. Je sais pas si c'est facile à reconnaître, surtout cette version-là. C'est le rickroll, évidemment. C'est le rickroll. Allez, on va pas... Moi, je peux faire ça toute la journée, mais on n'a pas le temps. Je vais remettre mes micros. On a tous nos petits secrets, Jean-Michel. Mais le pire, c'est que j'ai fait ça il y a 10 ans, et c'est juste que ça m'est revenu là avec les propositions de conférence. Est-ce que tu as rallumé mon micro sur le truc? Oui, c'est bon. Désolé. Désolé, je te fais pas confiance, mais... Pac. Et du coup, tu peux remettre la conf ici, mon diapo ici. Donc, maintenant qu'on s'est bien amusé, bilan et perspective, comme à la compta. Déjà, les limites. Donc, pareil, ça je l'ai dit plusieurs fois, mais il y a énormément de fichiers MIDI qui sont disponibles, heureusement. Mais il faut quasiment systématiquement les adapter. Et un peu partout, notamment, vous allez trouver des dépôts GitHub qui s'appellent Floppy Music quelque chose, de gens qui auront commencé à se lancer là-dedans et qui auront rage quit à l'étape de l'adaptation de la musique. Il y a plein de fichiers MIDI avec marqué tout doux, etc. Parce que c'est l'étape la plus chiante. Moi, PEP, je l'ai très peu fait parce que c'est vraiment un petit peu pénible. Surtout quand on ne connaît pas la musique. Je pense que pour quelqu'un qui connaît la musique, c'est un peu plus sympa, mais voilà. Je ne l'ai pas dit, mais dans Mopi, il y a aussi une option qui permet, si on a un clavier MIDI, de jouer directement. Alors ça, quand on connaît la musique, ça doit être sympa. Tu as ton clavier, tu joues directement sur ton lecteur de disquette ou sur tes lecteurs de disquette. Ça doit être mignon. Deuxième point, un lecteur par piste, ça fait vite beaucoup de lecteurs si on veut jouer beaucoup de choses. Parce qu'effectivement, il y a des fichiers MIDI qui auront beaucoup d'instruments, même des fichiers MIDI d'époque de jeux vidéo, qui auront beaucoup d'instruments. Si les machines le permettaient, les mecs ils se gavaient, hein, c'était la règle. Si le chipset il supporte 4 pistes, on en met 4. Si on supporte 8, on en met 8. Si on supporte 40, on en met 40. Et tous les lecteurs n'ont pas le même rendu sonore. Alors ça, c'est la différence entre le passage entre la théorie et la pratique. En pratique, on se rend compte que, étant donné qu'on n'entend pas que vraiment le son du lecteur de disquette, alors vous l'avez vu ici, j'ai enlevé le capot. Voilà, pour les gens qui ne connaissaient pas les lecteurs de disquette, ils sont plutôt comme ça au départ, hein, couverts. Voilà, ils sont pas à nu évidemment. J'ai enlevé le capot. C'est pas juste pour faire joli à la caméra et pour qu'on voit bien dedans. C'est aussi parce que le son quand même est un peu mieux rendu comme ça. On a bien toutes les vibrations qui passent. Et donc justement, en fonction de la constitution du lecteur de disquette, le rendu sonore va être différent. Et si vous en avez plusieurs, à force, vous allez savoir que lui il rend quand même vachement mieux les basses, un autre rend vachement mieux les aigus, etc. Et donc vous allez avoir vos préférés par piste. Bon là, il faut avoir poussé le truc un peu loin quand même. En tout cas, il faut avoir fait ça plus qu'un dimanche. Mais voilà, tous les lecteurs n'ont pas le même rendu sonore, c'est à savoir. Si je vous repasse des trucs que je vous ai passés ici et que j'échange les quatre pistes là au hasard, on va pas avoir exactement la même chose. Alors, plutôt en ayant l'oreille dessus que d'aussi loin. Et maintenant, vous vous demandez, peut-être, mais alors, est-ce qu'on pourrait pas faire de la musique avec n'importe quel appareil qui a un moteur pas à pas dedans? Parce qu'on ne fait pas de la musique avec le lecteur de disquette au final, hein. On fait de la musique avec le moteur qui est dans le lecteur de disquette. Eh bien la réponse est oui évidemment, et surtout il y a des gens qui font ça très bien.
Là, pour la petite forme, je vais vous passer une vidéo d'un thème que vous allez reconnaître aussi, étant donné l'endroit dans lequel on se trouve. D'une chaîne YouTube qui, à mon sens, est une des plus belles chaînes YouTube du monde, qui s'appelle Device Orchestra, qui fait de la musique avec des appareils. Donc avec les moteurs pas à pas, mais pas que. Hein, il y a des imprimantes matricielles, il y a des... Voilà, il a bien perçu le potentiel de bruit des appareils, le potentiel sonore des appareils. Et il arrive à rendre ça avec brio, à mon sens. Donc je vais conclure là-dessus. Je crois que la vidéo se lance pas toute seule, qu'il faut que j'aille la chercher. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. On va la lancer à la main, ça marchera aussi. Est-ce que le PC est toujours allumé? Le son du PC, pardon. Le PC, je viens de lancer. Voilà. Voilà. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de trucs, et notamment des choses un petit peu inattendues comme des brosses à dents électriques. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'intelligence là-dedans. Il y a des moteurs, notamment ceux des brosses à dents électriques dont on découvre là qu'ils sont doués d'une plage harmonique absolument fabuleuse. Et puis il y a aussi les terminaux de paiement électriques qui donc sont absolument pas fonctionnels. Il se sert que du moteur qui fait tourner le rouleau de papier thermique, qui va dans un sens et dans l'autre. En parenthèse, c'est rigolo parce que donc il y a des gens qui l'accusent que tout ça soit fake complètement. Il a fait une introduction dans une vidéo, je crois que c'est une musique de Minecraft, dans laquelle du coup il explique le truc et il en profite pour démonter un certain nombre d'accusations, notamment de gaspiller du papier. Il gaspillerait du papier, donc il explique que non, et je pense que tout le monde avait compris, mais il explique que non, parce que le papier du rouleau c'est le même à chaque fois. Et quand il a écrit des trucs dessus, c'est lui qui les a écrits dessus, parce qu'à la fin, là je l'ai coupé, mais son générique de crédit, c'est un TPE qui déroule le papier avec les noms des gens dessus. C'est fabuleux. Ouais, voilà. Et il y a plein de petites idées du style le fer à repasser, quoi, avec le moteur préhenseur qui va aller appuyer pour faire sortir de la vapeur et récupérer le son. Enfin, voilà. Et des imprimantes matricielles, hein, là aussi, les gens qui ont connu les imprimantes matricielles savent à quel point ça fait du bruit et à quel point ça pouvait être chiant. Voilà, je trouve ça super inventif. Donc ouais, The Device Orchestra. Vous allez trouver plein de vidéos de Floppy Music, mais The Device Orchestra, c'est absolument fou. Il y a une reprise de Toxic de Britney Spears qui est dingue. Moi, j'écoute que celle-là, j'écoute plus l'original maintenant parce que celle-ci est beaucoup mieux. Voilà. Et il y a plein de gens foufous sur Internet qui font ça. Voilà. Mais si vous voulez vous lancer, sachez que la Floppy Music, si vous arrivez à récupérer des lecteurs de disquettes, moi ça a été le plus dur. Michel, je te disais, je faisais déjà ça il y a 10 ans. Mais c'est un montage qui est resté dans une machine, qui est resté chez un ancien bénévole à Montpellier et que j'ai jamais récupéré. Et comme j'avais la flemme d'aller à Montpellier, puis d'aller voir mon pote que j'ai pas vu depuis 3 ans pour lui dire juste est-ce que je peux récupérer mes lecteurs de disquettes? Il a fallu que j'en trouve d'autres, il m'en restait 2 à la maison. Il a fallu que j'en trouve 2 autres. Ça n'a pas été si simple que ça. Parce que les gens les ont vraiment bénés depuis définitivement. Il y a 10 ans, on en trouvait beaucoup plus facilement. On m'en avait proposé plein. Voilà. Donc si vous voulez faire ce genre de conneries, récupérez des lecteurs de disquettes surtout. Donc ils fonctionnent au moins au niveau du moteur, c'est déjà ça. Et puis moi je pense que j'ai fini mon déroulé. S'il y a des gens qui ont des questions là-dessus, n'hésitez pas. Ouais. Moi, je voulais savoir, du coup, ça fonctionne aussi avec un Famicom Disk System. Il y avait une espèce de lecteur de disquette à l'époque sur l'ancienne Famicom. Ouais. Ça doit fonctionner avec, du coup. Oui. Comment te dire ça avec des mots choisis? Il faudra avoir les couilles de démonter un Famicom Disk System pour faire ça avec. Voilà. Après, ce serait pas, comme j'ai dit à l'étape là, en vrai, ce serait pas méchant. C'est-à-dire si tu arrives à récupérer à faire une opération qui est non destructive, personne t'en voudra. Moi, c'est un peu ma limite sur le truc d'une manière générale, c'est dès qu'on commence à casser des choses. Voilà. Dès qu'on commence à casser des bouts de plastique, des machins, etc., je réfléchis un petit peu plus. Mais oui, le disque système, c'est un lecteur de disquette. Il me semble que c'était plutôt le format 5 pouces, le étroit là. Parce que moi, ça ressemblait vachement à ce qu'il y avait sur les Amstrad pour moi. Mais en fait, on s'en fout, c'est le moteur qui nous intéresse. Donc oui, on peut faire du bruit avec n'importe quelle machine qui aura un moteur pas à pas. Alors du coup, est-ce qu'on pourrait aussi, ça va peut-être plus loin, mais est-ce qu'on pourrait peut-être pas faire un jeu, disons, qui ait cette fonction intégrée à l'intérieur? Par exemple, certains passages du jeu, c'est la musique s'arrête, c'est le
le disque en fait qui prend le relais. Alors, il faudrait bypasser le contrôleur de disquette. Le souci, c'est que si tu veux accéder au contenu qu'il y a sur la disquette, en fait, en imaginant que on utilise, c'est une super bonne idée en fait, c'est en train de développer, en train de partir dans tous les sens, mais Un peu comme là, le jeu qui a fait couler beaucoup d'encre, le Paprium, qui utilise ouais. le 32X plus le méga CD en plus pour jouer des sons et tout, enfin, ça part loin. Ça aussi, c'est un truc de taré. Ouais, mais en fait, la seule limite technique là, c'est que si tu veux accéder au jeu qui est sur la disquette, tu as besoin du contrôleur de disquette. Or, le contrôleur de disquette, son rôle, c'est pas d'aller faire n'importe quoi sur le step et sur la direction. C'est d'aller faire ce qu'il faut pour aller chercher les trucs aux bons endroits. Donc ça veut dire qu'il faudrait parler, non pas directement au moteur, mais être capable de parler au contrôleur de disquette. Et alors là, à mon avis, ça va dépendre de la couche, ça va dépendre du niveau d'accès à l'OS que tu as. Et jusqu'à quel point tu peux aller, ce qu'on appelle bas niveau, quoi. C'est-à-dire jusqu'à quel point tu peux aller parler directement au matos. En général, un système d'exploitation, il est justement fait pour que tu n'aies pas besoin de te faire chier à aller tout écrire pour parler directement au matos. Pour aller lire, pour aller lire toi tu vas lire un fichier sur une disquette, tu vas même pas aller lire piste, secteur, etc. Tu vas aller lire un fichier et puis tu as des couches d'abstraction, logiciel d'abord et matériel après, qui vont faire ça pour toi. Mais sur une machine qui serait très ouverte et à laquelle on aurait justement un accès très bas niveau au matériel, ce serait possible. On charge le jeu en mémoire au début, si on n'a pas besoin de réaccéder au jeu plus tard, passer dans un mode où on va aller s'adresser directement au matériel et essayer d'aller faire de la musique avec le truc. Je sais plus, je l'ai pas vraiment essayé, mais je sais plus ce que ça donne en termes de différence de bruit si on le fait avec une disquette dedans. Il me semble que ça change pas grand chose parce que c'est beaucoup du plastique et que ça va pas résonner, quoi. Mais je pense pas que ça soit destructif pour la disquette non plus, parce que on va passer la tête, mais je vais dire pas beaucoup plus que quand on fait des accès normaux et un petit peu aléatoires. Donc l'idée pas mauvaise, je pense qu'un développeur un peu fou pourrait se lancer dans un truc comme ça, mais voilà, sur des machines, exclusivement sur des machines sur lesquelles on aurait la possibilité d'aller aussi bas niveau, quoi. Voilà. Ce qui en général n'est pas le cas, on cherche plutôt l'inverse. Je cherche plutôt la facilité. Mais par exemple, je pense que ça intéresserait un démo maker. Parce que ça, c'est des mecs qui aiment bien aller taper bas niveau, justement parce que les limitations des systèmes d'exploitation et des couches d'abstraction logicielles sont trop. Ils veulent les pousser, quoi. Voilà. Mais c'est une très bonne idée. Ce serait assez marrant à faire, effectivement. Tu peux même combiner, si tu arrives avec ça. Alors sur le FDS, c'est non clairement, mais je pense parce que la Famicom, elle a déjà un micro aussi sur son deuxième contrôleur. Alors là, si tu arrives à faire un truc musical qui joue avec le micro, avec le bruit du FDS et tout. Bref, mais je pense qu'on va trop loin et qu'il faut garder ça pour les rêves la nuit. En tout cas, moi, j'aurais pas le temps d'aller pousser un truc pareil. Et probablement pas les compétences non plus. Est-ce qu'il y a une autre question? Merci. La qualité sonore d'un truc comme ça, je me rappelle sur les Amiga, le chip audio c'était 8 bits, sur les PC c'était 16 bits, là c'est quoi, c'est 1 bit? Est-ce qu'on peut parler de qualité sonore puisqu'il n'y a pas d'encodage? Il n'y a pas vraiment de reproduction du son. Enfin, il n'y a pas vraiment de reproduction du son. On est sur la même reproduction du son qu'un instrument à cordes qu'on gratte et qui, en fonction de la taille de la corde et l'endroit où on a gratté, va produire telle note en particulier. Donc, ouais, on peut dire un bit parce que ça fait fun, mais je crois que ça n'aurait même pas de sens. Et tu penses que tu pourrais jouer des samples avec ça? Parce que là, c'est toujours des sinusoïdes que ça joue. Mais si tu arrives à faire bouger le moteur d'une manière particulière, tu penses que tu pourrais lui faire jouer des sons numérisés avec une qualité acceptable? Il faudrait essayer. Il faudrait essayer. Si quelque part existe... Je serais assez curieux de réussir à mettre la main sur les softs que les mecs utilisaient à l'époque pour faire des voix digitalisées, par exemple, des sons digitalisés, dans les limitations techniques de l'époque, justement. Est-ce qu'il y avait des cas dans lesquels ils partaient d'un enregistrement sonore réel et où ils arrivaient jusqu'à du MIDI?
Je sais pas, mais ouais, si ce genre de logiciel-là existe, alors on pourrait transcrire ça en MIDI. Je pense que parmi les limites des lecteurs de disquettes, il y a aussi la vitesse d'exécution. C'est-à-dire que peut-être que si un mec arrive à coder Through the Fire and Flames en MIDI, peut-être que le lecteur de disquette fait et ça fume un peu au bout, quoi. L'air de rien, ça reste un moteur et donc il est probablement pas capable. Enfin, il doit avoir. C'est de l'électronique. Moi, on m'a toujours appris que l'électronique a une plage de fonctionnement. Et quand j'ai dit en quoi, on m'a dit en tout. En température, en temps, en voltage, en machin, etc. Et donc le moteur, il va être capable de passer d'une vitesse à une autre que dans un certain temps. Et il faut que ce temps soit suffisant pour qu'on ait le temps d'entendre le son, entre guillemets. Donc, ouais, je sais pas, c'est poussé. Mais c'est bien parce que je vois que les gens ont envie de faire des trucs encore plus poussés avec des choses aussi basiques. Donc c'est cool. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je pense qu'on a terminé. Et bah, s'il n'y a pas d'autres questions, merci. Merci maman. Voilà, donc n'hésitez pas, je pense que j'ai rien mis derrière, moi, c'est ça. Mais ce qui me semble, c'est une photo de mon chat. À quand un thème musical du replay? Ah putain. Je vais dire, je sais plus, c'est pas mais en feu bitume. Bah, il faut. Moi, s'il y a bien un truc que je suis pas, moi, c'est musicien. Ça, c'est une. Non, je suis pas créatif pour un sou. C'est pour ça que l'aspect créatif et tout. J'avais envisagé là de choper un petit clavier MIDI. Déjà pour essayer, pour moi par curiosité, et puis là pour avant la démonstration, pouvoir faire un essai avant d'envoyer directement de la musique, d'envoyer des notes, voir un petit peu ce que ça allait donner. Je ne l'ai pas fait parce que c'est des appareils qui sont assez chers, même pour les plus petits dispositifs, hein, bizarrement. Le matériel musical, comme le matériel de studio ou d'enregistrement qu'on utilise, c'est absolument hors de prix. Mais non, il faut se trouver un bénévole musicien. C'est comme ça qu'on fait dans les associations, hein. On trouve des bénévoles pour faire des trucs gratos. On a bien eu une super affiche par un graphiste pro l'année dernière, hein, qui reste, je pense, avec tout le respect que j'ai pour les affiches de Yann qui sont magnifiques, hein, mais qui reste, je pense, la plus belle affiche qu'on ait eue parce qu'effectivement elle avait cette complexité, etc. Donc oui, si je te fais moi un thème musical, ça va aller vite, hein. Il va y avoir 4 notes alors 4 notes, ça va durer 5 secondes, ça va ressembler à un jingle d'émission de Patrick Sébastien, ça va pas être fun, hein. Clairement.